Épilogue. L'éternelle séductrice. Elle n'était pas seulement une reine, elle était une apparition. Une présence qui faisait taire les foules et troublait les plus puissants hommes de son temps. Cléopâtre savait que sa beauté n'était qu'une partie de son arme. Ses yeux sombres brillaient comme les eaux profondes du Nil. Ses lèvres semblaient promettre des secrets. Mais c'était surtout la façon dont elle parlait, dont elle respirait, dont elle laissait un silence s'étirer avant une phrase qui envoûtait ceux qui l'écoutaient. Ses gestes étaient lents, calculés. Une main effleurant une coupe de vin devenait une invitation. Un parfum de myrrhe glissant sur sa peau transformait l'air lui-même en piège de désir. Elle ne séduisait pas seulement par le corps, mais par l'intelligence, par la curiosité qu'elle éveillait, par ce mélange de douceur et de danger. Quand elle riait doucement, c'était comme une caresse. Quand elle baissait les yeux, c'était pour mieux dominer l'instant suivant. Et lorsqu'elle offrait son regard à César, puis à Antoine, ce n'était pas un simple échange de regards, mais une promesse d'empire, de plaisir et de mystère. Cléopâtre est restée dans la mémoire du monde, non pas seulement comme la dernière reine d'Égypte, mais comme l'incarnation même de la séduction. Une femme qui fit de chaque soupir une arme politique, de chaque baiser un traité, de chaque nuit un fragment d'histoire. Et toi, si tu avais croisé son regard, aurais-tu résisté, ou te serais-tu laissé consumer par le feu de l'éternelle séductrice ? Chapitre 1. La naissance d'une déesse terrestre. Au cœur d'Alexandrie, dans une ville où le marbre étincelait sous le soleil et où les parfums d'encens flottaient dans l'air, naquit en l'an 69 avant notre ère une enfant destinée à troubler l'histoire, Cléopâtre. Elle n'était pas une princesse comme les autres. Dès son enfance, on disait qu'elle possédait un regard trop profond pour une enfant. Des yeux qui semblaient observer et comprendre bien au-delà de son âge. Sa voix, douce mais ferme, avait déjà ce pouvoir étrange. Attirer l'attention, suspendre le temps. Cléopâtre grandit dans le palais des Ptolémées, parmi des colonnes immenses et des mosaïques étincelantes, mais aussi au milieu des intrigues, des chuchotements, des complots. On lui enseigna les mathématiques, la philosophie, la rhétorique, mais elle apprit surtout l'art de convaincre, l'art de séduire, non seulement par le corps, mais par l'esprit. Elle maîtrisait les langues comme d'autres jouent des instruments. Grec, égyptien, hébreu, araméen. Chaque mot qu'elle prononçait devenait une arme douce, une caresse enveloppée de stratégie. Pouvais-tu imaginer la force d'une femme qui pouvait parler au cœur de chacun dans sa propre langue? Son éducation la préparait au trône, mais déjà son charisme faisait frissonner ceux qui l'approchaient. Quand elle entrait dans une pièce, il n'était pas besoin d'annoncer son nom. Ses pas légers suffisaient, son parfum délicat précédait son arrivée. Et tout savait, la jeune Cléopâtre n'était pas seulement une fille de roi. Elle était une déesse terrestre en devenir. Et toi, si tu avais été là, dans les couloirs d'Alexandrie, aurais-tu osé soutenir ce regard magnétique ou aurais-tu baissé les yeux, vaincu par une adolescente déjà plus puissante que 1000 hommes? Chapitre 2. Le trône entre ombre et lumière. Lorsque son père, Ptolémée XII, mourut, Cléopâtre n'avait que 18 ans, et déjà le poids d'un royaume en crise reposait sur ses épaules. Le trône d'Égypte n'était pas un trône de marbre immobible, mais un lit de sable mouvant, où chaque pas pouvait engloutir celle qui régnait. Elle partagea la couronne avec son jeune frère, Ptolémée XIII, mais dans les couloirs parfumés du palais, derrière les rideaux de soie, la rivalité s'allumait comme un feu secret. Cléopâtre n'était pas une femme qui se contentait d'obéir. Elle avait ce regard décidé, cette voix qui glissait comme une caresse mais frappait comme une épée.
Les courtisans la scrutaient. Certains chuchotaient qu'elle était trop ambitieuse, trop audacieuse pour une reine si jeune. Mais d'autres, fascinés, se laissaient ensorceler par ses mots. Elle savait sourire pour convaincre, se taire pour inquiéter, et poser une main légère sur un bras pour transformer une hésitation en soumission. Son frère et ses conseillers complotaient pour l'écarter, mais elle ne se laissait jamais dominer par la peur. Exilée, elle observa, calcula, préparant son retour. Son absence ne fit que nourrir le mystère. Son nom circulait dans les tavernes, dans les temples, sur les lèvres des marchands grecs et des prêtres égyptiens. Cléopâtre ne cherchait pas seulement à être une reine, elle voulait être l'incarnation vivante d'Isis, la déesse mère. Et lorsqu'elle revenait, portée par ses partisans, le peuple voyait en elle plus qu'une souveraine. Il voyait une flamme, une femme à la fois lumière et ombre, douceur et danger. Et toi, crois-tu qu'une femme peut régner sans glaive, sans armée, seulement avec ses mots, ses silences et ses regards ? Chapitre 3. La rencontre avec César. L'an 48 avant notre ère. Rome frappait à la porte d'Alexandrie. Jules César venait d'arriver, traquant les fantômes de sa guerre contre Pompée. Mais au lieu de trouver un simple refuge, il allait rencontrer une tempête. Une femme qui transformerait son destin. Cléopâtre, chassée par son frère et enfermée hors du palais, savait que son trône dépendait d'une seule chose: séduire non pas un homme ordinaire, mais l'homme le plus puissant du monde. Elle imagina une entrée qui resterait gravée dans l'histoire. La nuit était tiède, parfumée de myrrhe et d'huile de lotus. Dans le silence des couloirs, 2 serviteurs portèrent un tapis de lin. César les regarda, intrigué, et quand le tissu s'ouvrit lentement, comme une fleur s'épanouissant, une vision surgit devant lui. Cléopâtre. Ses cheveux noirs ruisselaient sur ses épaules. Ses lèvres dessinaient un sourire à la fois innocent et dangereux. Ses yeux, profonds comme le Nil, fixaient César avec une intensité qui lui fit oublier un instant ses campagnes, ses victoires, ses ennemis. Elle ne parla pas d'abord. Elle laissa le silence s'allonger, comme un fil invisible qui l'enserrait. Puis sa voix, douce et chaude, emplit la pièce. Une musique étrangère, en grec, en égyptien, en latin. Elle choisissait ses mots comme on choisit ses caresses. Chaque phrase était un souffle, chaque regard une promesse. Ce n'était pas seulement une rencontre, c'était un choc de monde. Rome et l'Égypte, l'épée et le parfum, César et la déesse vivante. Et déjà, dans ce premier instant, chacun savait. Cette femme ne serait pas une amante de passage, elle deviendrait une reine dans ses bras et un mystère dans son esprit. Dis-moi, César était-il tombé sous le charme d'une beauté, ou bien s'était-il laissé capturer par une stratégie plus subtile que toutes les batailles qu'il avait menées ? Chapitre 4. Les nuits d'Alexandrie. Dans les salles parfumées du palais, la nuit tombait comme un voile de velours. Les torches diffusaient une lumière dorée sur les colonnes de marbre, et Cléopâtre apparaissait, vêtue de lin fin, la peau brillante d'huile parfumée. Autour d'elle, les banquets n'étaient pas de simples festins, mais des cérémonies de séduction. Le vin coulait, les musiciens jouaient des mélodies lentes, et César, le conquérant de Gaule, se retrouvait prisonnier non d'une armée, mais d'un regard, d'un sourire, d'un rire cristallin qui effleurait ses oreilles comme une promesse. Cléopâtre savait transformer chaque détail en arme douce. Ses doigts jouant distraitement avec une coupe, ses lèvres effleurant un grain de raisin, ses mots glissant comme une caresse entre 2 éclats de rire. Elle parlait politique avec la même intensité qu'elle murmurait des confidences. Et César, homme de guerre, découvrait qu'il existait une autre conquête, celle de l'esprit et des sens mêlés. Ces nuits d'Alexandrie ne furent pas seulement des instants de plaisir, elles furent des conseils d'État déguisés en confidences sur l'oreiller, des traités diplomatiques écrits à l'encre du désir.
Césarion, l'enfant né de leur union, en fut la preuve vivante, fruit de la passion et de la stratégie. Dans le silence de ses chambres, Cléopâtre ne donnait pas seulement son corps, elle offrait l'Égypte comme un rêve, comme un empire enveloppé dans ses bras. Et César, habitué à imposer sa volonté, découvrait le pouvoir d'une femme qui savait régner à travers la tendresse et l'intelligence. Et toi, crois-tu que César gouvernait Cléopâtre, ou que, sans même s'en rendre compte, il était devenu l'ombre de ses nuits et l'instrument de son ambition? Chapitre 5. La reine et le conquérant. Lorsque Cléopâtre posa le pied à Rome, ce ne fut pas comme une invitée, mais comme une tempête silencieuse qui bouleversait les coutumes de la cité éternelle. Elle ne se cachait pas, elle avançait avec la grâce d'une déesse et la détermination d'une reine. Les Romains, habitués aux matrones discrètes, découvraient une femme qui osait se montrer aux côtés de César, vêtue de tissus fins, parfumée de myrrhe et de cannelle. Ses colliers d'or scintillaient comme des éclairs au soleil, et ses yeux fixaient la foule avec une assurance troublante. Dans la villa de César, sur les rives du Tibre, elle recevait les plus puissants sénateurs, non pas en suppliés, mais en souveraines. Sa voix glissait comme du miel, envoûtant, déroutant. Ses récits d'Alexandrie, de temples baignés de lumière, de banquets où l'or se mêlait au parfum, laissaient Rome fascinée et inquiète. Les femmes la craignaient, les hommes la désiraient, et César lui-même ne pouvait dissimuler son admiration. Avec elle, chaque geste devenait un message. Lorsqu'elle effleurait le bras d'un convive, c'était une caresse, mais aussi un avertissement. Lorsqu'elle riait doucement, c'était une offrande et un piège à la fois. Rome voyait en elle une étrangère dangereuse, une séductrice qui enchaînait le dictateur le plus puissant de son temps. Mais dans l'ombre, certains se demandaient, n'est-elle pas plus qu'une amante? N'est-elle pas en train de redessiner l'équilibre du monde? Et toi, si tu avais été un citoyen romain, aurais-tu admiré sa majesté ou aurais-tu redouté le pouvoir silencieux de cette femme qui, par un simple sourire, faisait trembler le Sénat? Chapitre 6. Le retour de la déesse du Nil. Après l'assassinat de César, les rues de Rome se couvrirent de sang et de murmures. Cléopâtre comprit qu'elle ne pouvait plus rester dans cette cité qui se fissurait. Alors, elle reprit le chemin du Nil. À son retour à Alexandrie, le peuple l'accueillit comme une déesse revenue d'un voyage sacré. Drapée dans des étoffes d'or et de pourpre, la reine apparaissait sur sa barque royale, glissant sur les eaux étincelantes. Ses cheveux sombres couronnés de pierres précieuses, son parfum mêlé d'encens et de lotus se diffusant dans l'air chaud de la ville. Mais derrière la beauté triomphante se cachait une femme blessée. Elle avait perdu César, l'homme qu'elle avait conquis par ses regards et ses mots, le père de son fils Césarion. Pourtant, loin de se laisser consumer par le deuil, Cléopâtre transforma cette douleur en force. Elle resserra son pouvoir, réorganisa ses finances, renforça ses alliances. Dans les salons de son palais, elle recevait ses conseillers. Ses yeux brillaient plus que jamais, et sa voix douce mais ferme faisait taire les doutes. On disait qu'elle pouvait séduire autant par une caresse que par une décision politique. Même ses ennemis reconnaissaient qu'elle savait mêler désir et stratégie. Elle était désormais seule, mais plus souveraine que jamais, plus dangereuse aussi. Car Cléopâtre comprenait une vérité simple. Le trône n'était pas fait seulement de pierre et d'or, mais de regards, de silence, de soupirs. Elle en fit son empire. Et toi, penses-tu qu'un cœur brisé peut devenir une arme plus puissante que 1000 armées? Chapitre 7. Antoine et la passion interdite. L'an 41 avant notre ère,
Marco Antoine, héritier des ambitions de César, convoqua Cléopâtre à Tarse. Il s'attendait à recevoir une reine soumise, mais ce qu'il vit ce jour-là dépassa ses rêves et ses peurs. Sur le fleuve Cydnos, une barque dorée avançait lentement. Les voiles de pourpre se gonflaient dans le vent et l'air tout entier était saturé de parfums de myrrhe et de cannelle. Sur le pont, allongée comme une déesse vivante, Cléopâtre apparaissait vêtue d'or et d'argent, parée comme Aphrodite renaissant des eaux. Antoine, soldat habitué au fracas des batailles, sentit son cœur vaciller. Car cette femme n'avait pas besoin d'épée pour conquérir. Elle tenait son empire dans la courbe de ses lèvres, dans la lenteur calculée de ses gestes. Lorsqu'elle lui tendit la main, ce n'était pas une invitation, c'était une capture. Leurs banquets en Cilicie devinrent légendaires. Les rires, les danses, le vin qui coulait comme une rivière de feu, mais surtout cette tension brûlante entre eux. Cléopâtre parlait d'amour, de plaisir, mais derrière chaque sourire se cachait une stratégie. Derrière chaque caresse, une alliance scellée. Bientôt, Antoine oublia Rome. Ses nuits étaient faites de soie, de baisers, de confidences murmurées à l'ombre des colonnes. Et pourtant, ce n'était pas seulement son corps qu'il désirait, c'était cette intelligence brillante, cette façon de transformer la passion en arme politique. Cléopâtre avait trouvé en Antoine un amant, un complice, un guerrier prêt à défier le monde. Ensemble, ils devinrent une menace pour Octave. Ensemble, ils devinrent légende. Et toi, crois-tu qu'ils étaient prisonniers de la passion ou qu'ils avaient inventé l'un des pactes les plus dangereux de l'histoire? Chapitre 8. Entre Rome et Alexandrie. À Alexandrie, les nuits s'enflammaient comme si les dieux eux-mêmes descendaient partager la table des amants royaux. Cléopâtre et Antoine régnaient sur des banquets qui défiaient l'imagination. Les coupes débordaient de vin, les plats ruisselaient de miel et d'épices, les parfums d'encens et de lotus saturaient l'air chaud. Mais plus que la richesse, c'était le spectacle de leur passion qui fascinait et inquiétait le monde. Un soir, alors que les convives retenaient leur souffle, Cléopâtre fit un pari. Elle affirma qu'elle pouvait offrir le banquet le plus cher de l'histoire. Antoine, amusé, la défia. Alors, la reine prit une perle immense, une de ces merveilles qui valaient des royaumes. Elle la plongea dans une coupe de vinaigre. Le joyau se dissout lentement, puis elle porta la coupe à ses lèvres. Ce geste fit trembler l'assemblée, car elle venait de prouver que son luxe et sa témérité dépassaient tout ce que Rome avait jamais osé. Mais derrière les éclats de rire et les caresses partagées, l'ombre d'Octave s'allongeait. À Rome, on accusait Antoine d'être l'esclave d'une femme étrangère, prisonnier de ses charmes et de ses plaisirs. Les sénateurs murmuraient qu'il ne régnait plus, qu'il se perdait dans les bras d'une reine orientale qui l'avait enchaîné avec ses baisers. Cléopâtre, consciente du danger, ne cessait pourtant de jouer. Son regard embrasait Antoine, ses mains effleuraient son visage comme une promesse de gloire et de perdition. Elle l'enveloppait dans une passion où chaque soupir devenait une décision politique, où chaque nuit brûlante se transformait en déclaration de guerre contre Rome. Et toi, si tu avais assisté à ces banquets d'Alexandrie, aurais-tu vu une reine déraisonnable, ivre de luxe, ou une stratège sublime transformant le désir en arme et l'amour en empire? Chapitre 9. La chute des étoiles. La Méditerranée brillait comme un miroir brisé. Nous sommes en l'an 31 avant notre ère. Les vents portaient l'odeur du sel, mais aussi celle de la peur. À Actium, deux mondes s'affrontaient. D'un côté, Octave, héritier froid et calculateur de Rome. De l'autre, Antoine et Cléopâtre, liés par le désir, la passion et l'ambition. La bataille s'ouvrit dans un tumulte de rames, de cris et de flammes.
Les navires d'Octave, disciplinés, avançaient comme une muraille d'acier, tandis que la flotte d'Antoine se dispersait, troublée, incertaine. Cléopâtre, dans sa galère royale, vêtue de pourpre et d'or, observait l'horizon. Ses yeux brûlaient d'une intensité étrange. Était-ce la peur? Était-ce la décision? Puis, soudain, dans un mouvement qui allait marquer l'histoire, sa barque déploya ses voiles et s'éloigna du combat. Certains dirent qu'elle fuyait, d'autres qu'elle sauvait l'Égypte. Antoine, déchiré entre la gloire militaire et l'appel de son amante, abandonna le champ de bataille pour la suivre. Un seul regard échangé, un seul instant, et le destin bascula. La défaite fut totale. Les flammes dévoraient les navires, les cris des soldats résonnaient dans la nuit, et Rome, déjà, savourait sa victoire. Mais au cœur de cette déroute, il n'y avait pas seulement une armée vaincue, il y avait deux amants liés à jamais dans la chute. De retour à Alexandrie, les fêtes cessèrent. Les couloirs du palais, autrefois parfumés de myrrhe et de vin, résonnaient maintenant du silence lourd de l'attente. Antoine, brisé, sombrait dans le désespoir. Cléopâtre, elle, demeurait droite, drapée dans sa dignité. Mais ses gestes, ses regards, portaient désormais l'ombre d'une tragédie à venir. On raconte qu'elle essayait encore de séduire le destin lui-même. Ses yeux s'allumaient d'un éclat de défi, ses lèvres murmuraient des promesses d'un avenir qu'elle savait fragile. Mais la passion qui les avait unis devenait une chaîne. Antoine n'était plus le général invincible, il était l'homme captif d'un amour trop grand, trop brûlant pour survivre. Dans le ciel d'Alexandrie, les étoiles semblaient éteindre la une. Et toi, que vois-tu dans cette scène? La faiblesse d'un homme trahi par ses sens ou la puissance d'une femme qui transforma même la défaite en une histoire éternelle? Chapitre 10. Le baiser du serpent. L'an 30 avant notre ère, Alexandrie s'éteignait comme une flamme au vent. Les armées d'Octave encerclaient la ville, les temples vibraient d'un silence lourd, et dans le palais aux colonnes d'or, Cléopâtre préparait son dernier acte. Antoine, vaincu, avait déjà succombé. Son épée plantée dans sa propre chair, son corps fragile ramené par ses soldats jusqu'à la reine. On raconte que Cléopâtre le serra dans ses bras, que ses lèvres effleurèrent encore une fois les siennes, comme pour retenir son âme quelques instants de plus. Puis il mourut dans son parfum, dans sa lumière, dans ses larmes silencieuses. Restée seule, prisonnière d'un monde désormais aux pieds d'Octave, Cléopâtre refusa l'humiliation. Elle ne voulait pas être enchaînée, exhibée dans les rues de Rome comme un trophée vivant. Non, si elle devait disparaître, ce serait à sa manière, en souveraine, en déesse, en séductrice jusqu'au dernier souffle. Dans sa chambre, elle se fit parer une dernière fois. Drapée de lin blanc, la peau brillante d'huile parfumée, ses cheveux tressés d'or. Elle s'assit sur son trône, droite, majestueuse, les yeux fixés vers l'horizon invisible du Nil. À ses pieds, un panier. Dans ce panier, caché sous des fleurs, un serpent, l'aspic, le symbole de l'Égypte, le messager des dieux. Elle tendit sa main avec lenteur. Son geste était à la fois caresse et défi. Le serpent s'enroula autour de son bras, puis ses crocs effleurèrent sa peau délicate. Une morsure, à peine une piqûre, et déjà le poison brûlait ses veines. Ses lèvres se soulevèrent dans un sourire, non pas de douleur, mais de victoire. Car dans ce dernier instant, Cléopâtre comprit qu'elle avait gagné ce que Rome ne pouvait lui enlever, le contrôle de son destin. Elle choisit sa mort comme elle avait choisi ses amants, ses batailles et ses serments, avec audace, avec éclat, avec sensualité. Son corps se détendit, ses yeux se fermèrent, et le parfum du lotus envahit la pièce. On dit que même dans la mort, sa beauté troublait ceux qui la regardaient, comme si elle dormait,
prête à se réveiller dans un autre monde. Ainsi s'éteignit Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, non pas dans l'ombre de la défaite, mais dans la lumière brûlante d'un choix. Elle fit de sa mort une légende, un baiser de serpent devenu éternité. Et toi, si tu avais été là, aurais-tu vu une reine vaincue ou la plus grande séductrice de l'histoire offrant son ultime sourire au monde? Épilogue. L'éternelle séductrice. Le silence s'installe après la tempête. Alexandrie n'est plus qu'une province, Rome triomphe. Mais le nom de Cléopâtre, lui, ne s'éteint pas. Comme une flamme fragile que rien ne peut étouffer, il continue de brûler à travers les siècles. Cléopâtre n'était pas seulement une reine, elle était une énigme vivante. Ses ennemis la décrivaient comme une étrangère perfide. Ses partisans la vénéraient comme une déesse. Mais tous, sans exception, reconnaissaient sa force d'attraction, un magnétisme qui survivait même à la mort. Ses armes n'étaient pas les légions ni les murailles. Ses armes étaient plus subtiles, plus invisibles. La caresse d'un regard, le parfum de sa peau, le rythme de sa voix. Quand elle parlait, ce n'était pas seulement un discours, c'était une incantation. Quand elle riait, c'était un piège tendre. Quand elle se taisait, c'était un empire qui tremblait. Rome avait ses généraux, ses sénateurs, ses dictateurs. Mais une seule femme, née sur les rives du Nil, avait fait plier leur certitude. César, maître du monde, s'était laissé envoûter par ses silences. Antoine, guerrier de 1000 batailles, s'était consumé dans ses bras. Et même Octave, son vainqueur, savait que jamais il ne posséderait totalement son héritage. Car Cléopâtre transforma sa vie en théâtre, ses amours en légende, ses nuits en armes de pouvoir. Elle fit de la séduction une stratégie, du désir une politique et de la passion un royaume plus vaste que l'Égypte elle-même. Et toi, que retiendras-tu d'elle? Sa beauté éclatante que des poètes ont chantée, son intelligence vive, capable de converser avec les philosophes les plus brillants, ou son audace qui osa défier Rome elle-même avec pour seule armure ses lèvres et ses mots. Aujourd'hui encore, son image revient dans les rêves et les histoires, dans les peintures de la Renaissance, dans les vers de Shakespeare, dans les films qui font palpiter les écrans. Toujours la même silhouette, la même couronne d'or, les mêmes yeux qui traversaient les siècles. Cléopâtre est immortelle parce qu'elle a compris un secret que peu osent affronter. Le pouvoir ne réside pas seulement dans la force brute, il vit dans la capacité à capturer les désirs, à troubler les certitudes, à allumer une flamme dans l'âme des hommes. Voilà pourquoi elle reste l'éternelle séductrice, la femme qui, par un sourire, fit trembler des empires, par un soupir, changea le cours de l'histoire, et par un baiser de serpent, s'assura une place dans l'éternité. Et toi, si tu fermais les yeux maintenant, pourrais-tu encore sentir son parfum, entendre son rire, croiser son regard? Peut-être que Cléopâtre n'est pas morte, peut-être vit-elle encore, chaque fois qu'un cœur s'incline devant la puissance irrésistible du désir.